Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Sauf que cette fois-ci, c'est un épisode un peu spécial. On s'est dit, on va pas attendre 2 semaines avant de revenir. Ce coup-ci, hop, 1 semaine après, on est là, on est dans la place. Et on a même récupéré un invité pour ce numéro spécial. Puisque nous allons parler de Mission Impossible. À mes côtés, j'ai Plug-in Baby, alias Stéphane Boulet. M'entends-tu, Stéphane? Eh bien écoute, je t'entends très bien Daniel, bonsoir tout le monde. Voilà, bah effectivement comme tu l'as dit, on a un invité, bon faut quand même, je tiens à m'excuser par avance, on a pris celui qu'on trouvait, hein, ceux qui voulaient bien, donc soyez pas trop exigeants non plus sur la qualité de l'émission. Hein. Mais en même temps, son ESTA est terminé, il a été rejeté sur sol français, donc on est très content d'avoir parmi nous Benjamin François alias Quix. Et oui, bonjour les auditeurs de Super Ciné Battle qui ne me connaissent certainement pas, car les audiences de Super Ciné Battle et d'After Eight sont complètement disjointes, c'est des gens très différents. Parce que After Eight c'est un public de haters, alors que Super Ciné Battle c'est uniquement des cinéphiles, tu vois. Pas du tout les mêmes. Oui, évidemment. Et nous ne hatons pas du tout ici. Jamais. C'est pas le genre de la maison. Non. Jamais. Bah, la preuve, regarde le classement de Hook, si vous étiez haters, il serait vachement plus bas. Oui. Alors, je vais t'expliquer un truc. Oh là là, ça y est, Daniel va justifier Hook. Le classement qu'on fait, c'est la vérité. La vérité absolue. C'est la vérité absolue, et nous ne sommes pas cette vérité, nous sommes juste les humbles messagers. Exactement. Qui gravons dans le marbre cette vérité, c'est tout. Et nous t'avons invité à partager ce moment. Est-ce que je parle assez comme un preacher? C'est pas mal. C'est Skippy le grand gourou, quoi. Alors, mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de et mes bien Mission chères Impossible. sœurs, hein, ne sois pas aussi ostracisant, Daniel. Non, oui, bien sûr. Non, mais bien chers frères, vous deux. Puisque comme dirait Tom Cruise, you complete me. Voilà. Nous allons parler de Mission Impossible. Juste avant, on rappelle juste pour nos auditeurs habituels que nous allons dans l'épisode de la semaine prochaine, passer aux années 70. Oh là là. Et donc, oui. toute nouvelle liste. On en profite juste pour faire un petit rappel. Vous pouvez nous envoyer des listes. On n'en a pas encore à l'heure où nous enregistrons. Et alors, c'est très simple. C'est 3 films par liste. Un titre si vous voulez donner une thématique. Et on vous fait confiance parce que franchement, vous avez toujours plein de bonnes thématiques en ce moment, vous êtes assez drôle. Et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Donc profitez-en, il n'y a pas encore de liste, les vannes sont ouvertes pour nous envoyer des listes 70s. Et comme on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est pas la peine de nous mettre que Star Wars. Ou que le parrain, voilà. Voilà, ou que le parrain, parce que il y a du Kubrick, il y a du Bruce d'autres Lee, films à l'époque. Hein. Il y a du James Bond, il y a vraiment de. Il y a du bon... cinéma japonais aussi. Il y a du De Niro, il y a du Clint Eastwood, enfin vraiment, juste mettez pas Star Wars à toutes les listes, s'il vous plaît. Et donc voilà, balancez vos listes, on vous attend. Mais donc là, nous allons classer les Missions Impossibles, ça va être un peu plus bref, pas besoin de nous envoyer des listes Missions Impossibles parce que il y en a 5. C'est bon. On a vite fait le tour de la question, ouais. C'est un mini-zode. Ouais, on va pas classer les épisodes de la série non plus. Et donc, on va commencer tout de suite par 1996, Mission Impossible de Brian De Palma. Eh oui, Brian De Palma, très grand réalisateur qui, à l'époque de Mission Impossible, est complètement au creux de la vague. Il venait de sortir l'Impasse, un gigantesque chef-d'œuvre dont on a parlé dans précédente émission, mais qui n'avait pas du tout marché. Il s'était fait conspuer par toute la presse, etc. Le Bûcher des Vanités, c'était pareil, c'était un véritable flop. Enfin, les années 90, c'était compliqué pour Brian De Palma. Et c'est moins compliqué que les années 2000 de Brian De Palma, hein, mais...
Quelles années 2000 de Brian De Palma Voilà, et il se trouve que justement Tom Cruise a des velléités de devenir producteur pour gérer lui-même le navire amiral de sa carrière, qui est Tom Cruise, et donc il cherche un projet pour se lancer dans la production avec sa partenaire Paula Wagner. Ça tombe sur Mission Impossible, et justement au détour d'une conversation chez Spielberg, il a l'idée d'engager Brian De Palma pour faire ce film-là, parce que il a quand même confiance dans le bonhomme, parce que le type quand même sa filmographie qui parle pour lui, et que Brian De Palma a besoin de faire un gros film populaire. Donc finalement les intérêts de tout le monde se retrouvent, et ça donne donc le premier Mission Impossible. Et il faut dire qu'ils prennent pas mal de largesse avec la série initiale. Oui, c'est bon qu'on puisse dire, ouais. Les fans avaient hurlé à l'époque, oui. Ouais, tout à fait. Ma maman était très fan de la série, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Déjà Jim Phelps, donc le héros emblématique de la série, meurt dès le début. C'est le méchant. Ouais, meurt déjà, dès le début. Meurt dès le début. Voilà. Et en fait, c'est le méchant. Bon, le film a 20 ans, donc c'est un spoil, mais bon, désolé les gars. Et encore, c'est un spoil, c'est-à-dire que le twist est révélé au milieu du film. Enfin, c'est même pas le tenant et les aboutissants du film, en fait. Et c'est là où finalement je trouve qu'il est bien conçu, c'est que la révélation en elle-même, ce n'est qu'un pivot scénaristique pour amener vers la suite. Il n'en fait pas l'alpha et l'oméga du truc, quoi. Exactement, c'est pas très grave et ça gâche pas le plaisir. On sait qu'il y a un méchant qui tire les ficelles, on sait pas qui, et en fait, en fait c'était Jim Phelps. Bon, c'est pas dramatique. Surtout, je sais pas si tu te rappelles, c'est que c'est révélé non pas parce que le méchant il dévoile son plan, etc. C'est révélé parce que Tom Cruise comprend, en fait, le plan du méchant, et ça fait une énorme différence. Et puis on peut le dire, c'est que c'est un vrai film bien réalisé, quoi. C'est vraiment Brian De Palma très très maîtrisé, qui arrive presque à canaliser Tom Cruise. Les 10 premières minutes, c'est du chef-d'œuvre, tout simplement. Les 10 premières minutes, en plus, c'est du pur épisode de Mission Impossible. La façon de gérer l'espace, toute l'équipe éclatée et en même temps toute coordonnée, rassemblée par le montage, c'est super bien fait. Et c'est pour le coup très, très empreint de la série jusqu'au moment de la trahison, évidemment, où toute l'équipe se fait dézinguer, ce qui n'arrivait pas. Mais oui, c'est. Et puis, t'as plein de scènes cultes. Enfin, la scène de l'infiltration à la CIA de l'anglais, c'est pareil. C'est un truc, j'ai déjà dit, mais c'est un truc moi j'adore dans les films, c'est quand le film réalise qu'il a une scène forte et qu'il prend le temps de la dérouler plutôt que de zapper à autre chose. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que ça a vraiment de l'ampleur, il y a toute une mécanique, un suspense, etc. Enfin, il me fait monter la sauce, ça prend vachement aux tripes et au final, la scène, elle te marque, quoi. Et la qualité de la réalisation fait que le film a très bien vieilli. Je l'ai revu l'année Il dernière. y a la photo aussi qui est super. C'est le directeur photo habituel de Palma, c'est Steven Edgeburn, qui est vraiment genre l'entente parfaite, quoi. Et il donne un blockbuster, il donne vraiment cette patte un peu film d'auteur, quoi. C'était vraiment un croisement film d'auteur et blockbuster quand même, parce que voilà la scène finale. Alors tu vois, il y a des trucs qui ont un peu moins bien vieilli, genre utilisation un peu grand guignolesque d'internet au tout début. Et puis la fin qui moi m'avait déjà posé problème en 96, la fin c'était too much, quoi. Ouais, moi aussi, mais j'étais sorti du cinéma. En fait c'est con parce que tu finis le film sur la pire scène, enfin la pire séquence du film, et tu ressors avec ce sentiment genre pourquoi t'as fait ça ? Ah dommage, ouais, parce que tout le reste était vraiment chouette, et c'est vrai que à l'époque j'en étais sorti un peu déçu, et en le revoyant je me suis dit non en fait il y a juste la fin qui est vraiment pas bonne, mais tout le reste est incroyable de maîtrise, et voilà, ça reste un épisode majeur de la série, pas juste parce que c'est le premier, mais parce que c'est un des mieux maîtrisés, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, il faut pas oublier, il y a Emmanuel Béard quand même là-dedans. Et Jean Reno, la France. Et Jean Reno. Ce qui, c'est peut-être pas le meilleur film de Jean Reno, mais en tout cas, c'est clairement le meilleur film d'action de Emmanuel Béard. Et tu sais que c'est peut-être un des meilleurs films dans lesquels joue Jean Reno aussi, hein. Mine de rien, la filmo de Jean Reno, quand tu la regardes, c'est pas celle de Will Smith, mais pas loin, quoi. Hein. On se donne rendez-vous pour un super Jean Reno Battle. Ça va être douloureux, hein. Bon, écoutez, pas de doute, c'est vraiment un film qui a fait ses preuves et qui a 20 ans aujourd'hui, c'est vrai. Et je pense qu'on va le classer premier de notre... Je pense qu'il va être pour l'instant, Mission Impossible 1 et premier de la liste. Oh, ça, oui. Je m'y attendais. Non, mais attends, ce qui va être merveilleux, c'est qu'on va faire la transition avec le deuxième, et que lui, je pense qu'on va le classer dernier. Mais alors, je ne voudrais pas spoiler trop. Alors, on va dire que déjà que Mission Impossible 2 est
est moins bon et il est deuxième. Mais on va expliquer maintenant pourquoi. On va expliquer pourquoi. Alors, il y a d'abord la musique de Hans Zimmer. Il y a déjà non. Alors, c'est même pas ça. Mission Impossible 2, la chanson thème, c'est Limp Bizkit. Et je pense que ça suffit à argumenter. Tu sais quoi? C'est peut-être même pas le plus mauvais truc du film. Non, c'est non, ça et en qui plus, est triste. Et en plus, ouais, je suis méchant parce que c'est peut-être même l'une des meilleures chansons de Limp Bizkit. C'est un des meilleurs morceaux de Limp Bizkit. Et c'est certainement pas le plus mauvais truc du film. Mais en plus, Mission Impossible 2, c'est le film où tu disais, ça va être formidable. Enfin, je veux dire, t'as John Woo derrière la caméra, t'as Tom Cruise. Alors, vous qui savez est qu'à nouveau... l'origine, c'était Oliver Stone qui devait réaliser ça. Non, mais oui, c'est ça. Oh la vache. Mais c'est ça qui est de fou, c'est que justement, après De Palma, Tom Cruise, pour continuer son véhicule à Tom Cruise, il va pas chercher le premier type venu, c'est-à-dire que il va effectivement démarcher Oliver Stone, bon, qui a d'autres chats à fouetter, et du coup, il se rabat sur John Woo. John Woo, quand même, à l'époque, c'était la grosse star venue d'Asie, etc. Enfin, il commençait à être connu du grand public. Le grand public commençait à connaître rétrospectivement sa carrière à Hong Kong. Enfin, c'était vraiment une super carte à jouer. Et c'était vraiment l'idée de départ était top, quoi. Et on pensait vraiment que ça allait être le Chinois qui allait cartonner, parce que Choi qui s'était brûlé les ailes, Ringo Lam, ouais, c'est pareil. Il a été écrasé. John Woo, il sort de Face Off en plus. Alors, je sais bien qu'il y a gros sujet de discussion entre oui, non, mais vous en deux, plus, oui. Mais Face Off, c'était un succès au box-office. Ascendante américaine. Ouais. Complètement. Non, mais oui, c'est vrai. En termes de box-office, c'était vraiment le gros truc du moment à faire. Et rien que pour ça, tu te dis, ouais, il fait pas n'importe quoi non plus avec Mission Impossible. Sauf que, à l'arrivée, le film le film a déçu. Voilà, le film a déçu les fans de John Woo, les fans de Tom Cruise, les fans de De Palma. Le film a déçu tout le monde en fait. Et le pire, c'est que John Woo est même pas canalisé. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il fait ses ralentis. Il a son style un peu John Woo, un peu grandiloquent. Mais ça ne fonctionne pas, quoi. En fait, le seul truc moi que je retiens, c'est la scène finale avec les motos, parce que c'est des vrais cascadeurs et parfois du vrai Tom Cruise dessus, et que faire ces cascades-là avec des triomphes, bah forcément moi ça me parle. Ça a quand même de la gueule, même si c'est dans l'absolu complètement n'importe quoi. On est complètement d'accord. Ouais. Mais d'un point de vue mise en scène et tout, c'est le seul moment où le film existe un peu, parce qu'après enfin, tu sais, c'est quand même un film où même quand Tom Cruise n'est pas présent dans la scène, il est présent. Oui, par les masques, les fameux par les masques et les machins. Genre la scène d'introduction, elle me rend complètement fou, où t'as Tom Cruise qui discute avec un mec, sauf qu'en fait c'est pas Tom Cruise. Et puis plus tard, t'as plein de moments comme ça où il y a Tom Cruise mais il est pas là, mais il est là, puis finalement il est pas là, il est quand même là. Enfin genre c'est un trend de fou, quoi. Alors sans surprise, Mission Impossible 2 est le plus mauvais. Le plus mauvais, hein. Donc il était direct en dernière place. Mais c'est rude. Donc on rappelle le classement: premier Mission Impossible 1, dernier Mission Impossible 2. Attention, on va compliquer la tâche. On va passer à Mission Impossible 3 de J.J. Abrams. Donc J.J. Abrams, vous le connaissez, c'est celui qui a réalisé The Force Awakens. Voilà. Et, à Star l'époque, Trek. Et mais c'était avant Star Trek qu'il a réalisé. Oui, c'était bien avant, celui-là. oui, bien sûr. J.J. Abrams, c'était un choix couillu de la part de Cruise, parce que à l'époque au cinéma, J.J. Abrams, il avait pas réalisé grand chose. Ouais. Il était surtout connu pour ses séries. C'était en fait le mec de série du moment aussi. Enfin, c'était pareil, c'était le grand nom qui circulait partout. Alias, c'est ça. Il a explosé. Felicity. Il a explosé avec Alias. Felicity, c'est quand même vachement moins connu. Et oui, il avait déjà été scénariste sur d'autres trucs et producteur sur d'autres trucs. Genre, il a quand même été producteur de À propos d'Henry et de Forever Young, quand même, faut le savoir, et de 6 degrés de séparation, qui est peut-être le meilleur film avec Will Smith. Et avec Kevin Bacon. Ah non, pardon, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. mais voilà, le choisir comme réalisateur, c'était couillu. Il fallait oser. C'est un épisode pour lequel j'ai un peu de tendresse quand même. Alors moi, je sais que tu l'aimes beaucoup pour Philip Seymour Hoffman, et il faut avouer que Philip Seymour Hoffman est complètement ma boule dans le film. Je tiens à dire que quand je suis sorti la première fois du film, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce méchant? Et en fait, une fois que t'as vu Magnolia et la relation entre les deux personnages, du coup, tout le film est un peu différent. Et oui, c'est vrai, c'est un film qui réunit Tom Cruise et Philip Seymour Hoffman. Je sais pas s'il y en a eu d'autres depuis Magnolia, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il y a plein de bonnes idées en termes de casting, c'est-à-dire, c'est le premier qui introduit Simon Pegg. Tout à fait. Et j'adore Simon Pegg. Je pense que plus il y a de Simon Pegg dans un film, et mieux je me sens, et ils ont complètement compris ça dans les films suivants. Il y a Maggie Q. Oui. Mais j'adore Maggie Q. Enfin, tu vois,
Moi, tu Et vois, quand je l'avais ouais. vu au cinéma, j'en étais sorti en me disant mouais. J'avais pas été complètement emballé. Et en fait, je me dis, j'étais peut-être de mauvais poil quand je l'ai vu parce que je l'ai revu depuis. Et en fait, tu sais, je me suis enchaîné les 4 premiers Missions Impossibles avant d'aller voir le 5. Et déjà, m'enchaîner le 2 avec le 3, a vachement aimé, a beaucoup apprécié le 3 au final. Et puis, non, mais voilà, et c'est vrai qu'il est plein de bonnes choses et que j'avais un petit peu survolé la première fois. La scène du pont est quand même complètement ma boule. En termes d'action. C'est celui Attends, où... le pont, le moment où ils font le mauvais remake de True Lies, c'est ça dont tu parles? Et ben Moi, moi, je je trouve que cette je scène parle est du moment- super, moi. Tu parles de l'évasion? je hais ce film. Tu parles de Ah ouais l'évasion? Ah oui. Non, je parle je de la déteste scène ce sur film le parce pont avec les avions qui défoncent le pont. Mais ouais, elle est géniale cette Elle est scène. incroyable Oui, cette scène. Sauf qu'on l'avait vu il y a 15 ans auparavant dans True Lies et que c'était 10 fois mieux. Et ce film-là, enfin, Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'impact dans Mission Impossible 3. Philip Seymour Hoffman, enfin, c'est un méchant qui a ni queue ni tête. C'est quand même un mec qui fout la pression à Tom Cruise avec sa femme et qui la bute devant ses yeux. Sauf que, hey lol, en fait, c'est pas sa femme. Alors ça, Pour je suis d'accord. Aucune putain de raison. Ça, Et je à suis partir d'accord. de ce moment-là, comment tu veux croire que ce type-là, c'est le grand méchant du film? Comment tu veux croire à l'implication de qui que ce soit dans ce film-là quand tu fais le twist, il est juste là pour pas que ce soit trop méchant avec le. Enfin, ça n'a aucun sens. Et cette fin digne de l'Arme Fatale 4, là où au ralenti avec on se tient la main et on court comme ça, on est heureux, ça rime à rien. Écoute, moi j'ai une c'est tendresse, nul- c'est nul à chier, en termes de Tom Cruise exploitation, puisque c'est du pré-Night and Day où Tom Cruise il est déjà un peu en roue libre et il joue un mec amoureux. C'est le seul où on voit une espèce de bribe de vie de famille. Oui, mais le problème, il est à la retraite. Non, mais et le problème, attends, ouais. pour avoir une vie de famille depuis 10 ans, c'est pas ça une vie de famille. Là, c'est Soyons, pas une vie de famille. soyons sérieux. Attention, un professionnel de la vie de famille nous parle. Non mais je veux dire, tu peux pas croire à cette vie de famille là plus que tu n'y crois dans les pubs pour le yaourt ou pour la lessive. Attends, stop. C'est Ne exactement- confonds pas le concept de vie de famille et vie de famille de Tom Cruise. Non, mais c'est différent. Non mais ce que je veux dire, c'est que On rappelle que Tom ce qu'on Cruise nous ne vend sait là- pas jouer la vie de famille. ce qu'on nous vend là, c'est vraiment c'est vraiment un truc de publicité. Enfin, t'y crois pas. Il y a rien qui est sincère à aucun moment. Enfin, je veux dire, et c'est ça qui est plus énervant, c'est qu'ils essaient de faire un truc. Je n'en voudrais jamais à Mission Impossible d'être un produit commercial. C'est du Non, mais blockbuster. le problème, c'est que là, pour moi, ils tapent complètement à côté de justement de ce qu'ils avaient essayé de faire et ce qu'ils feront par la suite. C'est qu'au bout d'un moment, tous ces trucs-là, cette espèce de côté un peu prise avec le réel, un peu attendrir le héros, ça fonctionne pas. Et puis honnêtement, t'en as rien à foutre, quoi. Alors, non, Moi j'aimais bien c'est le concept du rabbit foot qui est une espèce de MacGuffin qui est je retrouve un peu cet humour J.J. Abrams Mais il y a que des MacGuffin dans Mission Impossible, hein, si tu regardes. ouais non c'est mais tout le temps comme C'est ça. le principe même le côté on en des parle et films. on sait pas ce que c'est et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi j'ai un bon souvenir de ce film. Alors, moi, Voilà. je suis d'accord avec papa sur le fait que ça n'a aucun sens que le twist final ce soit que sa femme, en fait, c'est pas elle qui soit fait buter, c'est d'une débilité absolue. J'aime bien le côté, il y a enfin du travail d'équipe, c'est un peu moins Tom Cruise One Man Army. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que Mission Impossible 3, c'est le premier où, en fait, il est plus ou moins en sous-marin parce que l'IMF est plus ou moins désavoué. Et c'est un truc qui va revenir dans tous les suivants, d'ailleurs. Et c'est un truc qui est rigolo. Mais ça, c'est déjà dans le 1, en fait. C'est déjà plus ou moins dans le 1, ouais. Dans le 1, comme t'as la scène au restaurant où il se fait engueuler, on lui dit qu'il est viré et il va recruter des agents renégats pour Tout à remonter fait. une équipe parallèle. Enfin, dans tous les films, Dans tous les films, c'est quasiment ah merde, l'IMF est désavoué. Non mais les gars, c'est dans tous les films. Ouais, c'est Donc c'est c'est genre- assez Mais rigolo. attendez, c'est aussi le cas de tous les James Bond modernes. Hein. C'est toujours le MI6 a plus les moyens, le MI6 se fait racheter, le MI6 dans le dernier, c'est vrai. c'est MI6 qui s'est fait noyauter par Par Spectre. par Spectre quoi. Dans un plan complètement tiré par les cheveux. Enfin pas pire que celui de Skyfall, tu me diras. Mais bon, bref. Donc Alors la question est est-ce que à quelle position on met Mission Impossible 3? alors moi j'ai l'impression que papa a envie de le mettre en dessous du 2. Moi je le mets en deuxième. Je le mets entre les deux. Je le mets entre 1 et le 2. moi. Je le mets entre L2 aussi. Alors, on dit pas je le mets en deuxième, on dit je le mets avant-dernier. Et là, j'accepte. Alors Tu Mission vois Impossible 3, deuxième plus mauvais Mission Impossible. Exactement. Ça Ou se voit. deuxième meilleur. Non, deuxième plus mauvais. Deuxième plus mauvais. Putain, mais t'as compris, c'est un chien, papa. Il faut vraiment lui parler genre avec ses mots à lui. Non, mais c'est Et- la subtilité de la chose. Bon, écoute, je suis pas. je suis tu pas commences à contre ça. comprendre. Je te dis, moi, j'ai réévalué le 3 un peu à la hausse en l'ayant revu, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'avais vraiment pas aimé. Donc,
Alors, nous allons passer au quatrième, qui est Mission Impossible. Ghost Protocol. Qui est MI4, mais qui s'en cache un petit peu. Et alors là, on a un film vraiment compliqué puisqu'il est réalisé par Brad Bird. Ouais. Et c'est le premier film live de Brad Bird, un grand réalisateur à qui l'on doit juste Iron Giant, le géant de fer, voilà. Qui est très très haut classé dans notre top. Les Indestructibles aussi, qui est quand même pour moi un des meilleurs Pixar qui a été fait. The Incredibles. Alors moi j'ai pas mal d'objections sur Incredibles, mais c'est un film extraordinaire. Alors j'ai bien aimé Incredibles, mais pareil, c'est pas dans mes Pixar préférés Incredibles. Pour moi c'est un Pixar mineur Incredibles. Bon les mecs, on sait tous que vous adorez Cars 2, c'est bon quoi, la ramenez pas. Putain non, attends, par contre j'ai vu Cars 2 et j'ai détesté Cars 2. Je ne sais pas si tu as vu Cars 2. Moi aussi je l'ai vu, c'est le problème. Oh là là, quelle catastrophe. Quelques moments où j'ai bien aimé Cars 2. Oh là là. Moi aussi quand il y a le générique de fin qui défile. Et je suis pas fan par contre de son dernier truc qui s'appelle Tomorrowland. Ouais, mais parce que tu n'es pas fan de mon ami Damon Lindelof qui a écrit le script. Ouais, mais je pense que dès que je vois Damon Lindelof, je me dis putain, il y a un problème. Et je vous le dis, en ce moment, je suis en train de regarder sa dernière série là, les Leftovers. Oh là là, et tu vois, c'est du Lindelof tout craché, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi j'en entends que du bien de The Leftovers. Ah mais les mecs, c'est pas des êtres humains normaux, c'est consternant. Bon, revenons à Mission Impossible. À Ghost Protocol. Alors, on rappelle que Ghost Protocol, c'est une énième façon de dire l'IMF a été complètement voilà, c'est un truc a été sabordé voilà. Et ils vont être encore passés en sous-marin. Oui, ils activent le fameux Ghost Protocol qui est censé les protéger des actions au grand jour quoi. Voilà. Et Tom Cruise a peut-être compris que il commence à prendre de l'âge et donc du coup, il se fait une vraie équipe. Et à ses côtés, il a Jeremy Renner. Et si vous sentiez que Jeremy Renner va reprendre la main dans les épisodes suivants, vous aviez tort, parce que c'est comme Tom Cruise le roi de la fête. Mais son personnage, Jeremy Renner, moi j'ai un gros problème avec son personnage en fait. Ouais. Jeremy Renner, moi ce que je trouve formidable avec Jeremy Renner, c'est que personne ne l'aime. C'est le personnage, c'est le personnage qu'on essaye de t'imposer comme héros, mais ça marche jamais. On rappelle que c'est Hawkeye dans Avengers, donc que le traitement de Hawkeye dans les films Avengers est nul, le mec sert à rien. Tu sais qu'il devait mourir dans Avengers 2 et finalement le studio ils ont fait non, finalement on va prendre plutôt Hawkeye parce que Hawkeye on a les droits alors que Quicksilver ça va être la merde. Ça va être compliqué. Quicksilver. Dans Mission Impossible. À quoi ça tient la vie parfois. Dans Mission Impossible, le mec sert à rien à tel point que pendant tout le film tu te demandes si c'est pas un traître. Et on rappelle qu'ils ont quand même essayé de rebooter la franchise Bourne avec Jeremy Renner, et que ça a été un échec phénoménal au point qu'ils ont rappelé Matt Damon. Non mais voilà, Jeremy Renner quoi, le pauvre. J'ai rien de personnel contre lui, mais c'est moche. Non plus, mais comme tu dis, c'est un personnage qui est posé là. Où ils font monter tout un enjeu sur, tu sais, c'est un personnage torturé, mais pas trop. Mais alors qu'on s'en fout en plus. Il a fait des choix difficiles, mais en fait, pas du tout. C'est complètement désamorcé aussi. Et en fait, on s'en fout, effectivement. Et c'est tout. Et oui. Et dans le 4, en fait, voilà, dans le 4, il y a l'ex-femme de Tom Cruise qui s'est fait frigidériser, comme on dit dans le milieu. La petite amie dans le frigo. Sauf que non, et qu'en fait, Jeremy Renner est plus ou moins responsable. Et que, mais c'est vraiment foireux. Ouais, c'est le même genre de truc un peu foireux où tu te dis, mais. Enfin, en fait, c'est surtout bizarre de se dire, ouais, je me lançais dans un truc un peu sombre, un peu, tu vois, un peu rugueux, puis au final, tu fais, non, mais tout ça, c'était une vaste blague. Tu fais, alors, oui, mais alors, ça va être le leitmotiv de la série. Moi, je regarde les petits détails, les amis. Je trouve qu'il y a plus de Simon Pegg. Déjà, c'est encore mieux. Ouais. Et que c'est l'épisode qui joue le plus avec les clichés Mission Impossible en les retournant. Par exemple, quand il s'agit de faire un masque parce qu'il faut infiltrer quelque chose. Oui, le truc qui foire, ouais. Le truc foire, ils ont pas le temps de faire le masque. Et tous les gadgets foirent dans celui-là. Ça, c'est le gimmick du film. Le film, comme l'a dit Daniel, est problématique et bourré de défauts. Mais je l'aime bien parce que j'aime le fait que aucun de leurs plans ne fonctionne. Et c'est ça qui est absolument génial. C'est vraiment le gimmick du film. Ils ont des plans tirés par les cheveux que dans les précédents épisodes ils marchent, et là il y en a aucun qui fonctionne, et donc ils se retrouvent à devoir improviser en permanence, et ça j'ai trouvé ça cool. Rassure-toi, dans le suivant il remarche après, et les trucs dans le de suivant plus ça en plus remarche. Et puis t'as cette séquence de fin aussi dans le parking automatique, tu sais, dans l'espèce qui est assez folle. J'ai bien aimé cette séquence qui de fin. Visuellement, et c'est un setup qui est complètement ma boule, parce que voilà, en fait c'est une baston entre deux personnages, sauf que c'est des parkings automatiques, donc t'as des bagnoles qui sautent, qui remontent, qui redescendent, etc. Et alors que le méchant est giga nul, hein, moi je trouve. Et le méchant par contre est nul à chier. C'était qui déjà? Bah voilà. C'est ça, je sais pas. Tu ne t'en souviens même plus. C'est pas Michael Nyqvist là, Nyqvist. Je sais même pas qui c'est, je sais même pas son plan, je sais même pas le nom du personnage. Mais si, Michael Nyqvist, c'est celui qui joue Millennium.
Ah oui, exact, c'est ça. Oui, Et il est dans John Wick aussi. oui, oui. Et oui, et qui, enfin, et en plus, enfin, tu comprends même pas trop. Enfin, c'est vraiment le méchant qui sert à rien, quoi. Son plan, En fait, son plan est un peu en fait, pourri, Mission ouais, Impossible a aussi le même problème que les James Bond, c'est que c'est des trucs d'espionnage, mais le problème c'est qu'en perdant les Russes, ils ont perdu les meilleurs méchants, quoi. Ah ouais, clairement. Et donc du coup, ils doivent essayer d'inventer des nouveaux méchants. Alors quand c'est Philip Seymour Hoffman qui est une espèce de magna, ça passe. Mais là, quand c'est qui m'excuse, Nick Wist. Non, je pense qu'il t'en voudra beaucoup. Déjà, t'es en train de dire que son perso est nul et tu sais même pas prononcer son nom. Et il y a un autre, non, mais je vais l'effacer au montage. Et il y a un autre truc. Il y a un autre truc qui me bluffe à chaque fois, c'est que Tom Cruise de plus en plus se dit que ce qui intéresse les téléspectateurs, c'est la perf. Et il est de plus en plus dans la perf dans les Missions Impossibles, puisque dans celui-là, il est pendu au vide en train avec ses machins à ventouses sur un grand immeuble de Dubaï. Ah ouais. Et ça va cette scène est assez folle d'ailleurs. et ça va devenir genre quand Mission Impossible 6 va sortir, on va encore avoir un truc maboule où il est pendu. Oui, parce mine de rien. qu'on rappelle que Tom Cruise fait toutes ses cascades. Hein. Voilà. Ouais. Et mine de rien. Et ça devient et alors, il paraît qu'il court à une vitesse folle. Alors, dans Jack Reacher 2, j'ai trouvé qu'il perdait un petit peu de souffle, un petit peu, il commence à vieillir, Pépère. Hein. Ah bah, il faut qu'il se prenne des coups, quoi. Il y a cette scène merdique où il court en direction d'un bus et tu dis, attends, ils essaient de rattraper le bus, je sais pas, les plans, t'as l'impression qu'ils ont pas été filmés au même moment. Cette scène est incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Tu sais pas. Et le bus, il est parti, c'est nul. Et le bus, il est parti, ils sont dedans, tu sais pas comment. Enfin bref, oui, c'était. Non, mais effectivement, mais comme on disait, Tom Cruise, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ces films-là par rapport aux autres, c'est que Tom Cruise est dans la performance, mais mine de rien, à l'écran, bah ça rend. Et tu vois que c'est pas du chiquet, et bah, c'est tout con, mais ça fait un truc, tu te dis, bah ouais, j'y crois 10 fois plus que lorsque je vois des CGI dégueulasses se taper dessus dans un film mis en scène par je sais pas qui d'ailleurs, enfin peu importe. Tu vois, t'as un côté, la performance, elle est là parce que ça épate, mais mine de rien, ça sert aussi au film et ça sert dans les scènes clés comme ça. Alors maintenant, le but est de classer ce film. Et jamais de la vie il va en dessous du 3. Ah, je le mets au-dessus du 3 aussi. Moi, je le mets en dessous. Moi, je mettrais au-dessous du 3, mais vous êtes 2 contre 1. Là. Ah ouais, on a gagné. Alors, est-ce que je changerais pas la vie de quelqu'un Bah, ça va Impossible. être compliqué parce que moi, comme je l'ai dit, Impossible. je reconnais au film un paquet de défauts. Surtout dans le script en fait, comme par exemple, tu vois, le fait qu'ils sont en Ghost Protocol mais ils se baladent d'un pays à l'autre sans jamais avoir aucun problème. C'est dans celui-là qu'ils ont un wagon de train c'est Bruce rempli. Wayne, c'est Bruce Wayne, il peut faire ce qu'il veut. C'est dans celui-là qu'ils ont un wagon de train rempli d'équipements ultra secrets et sur lequel ils tombent limite par hasard, ou c'est dans le 3, je sais plus. Mais il y en a un où voilà, non, c'est celui-là je crois, où il y a le fameux wagon de train super secret bourré d'équipements. Tu te dis mais d'où ça sort ce truc? Enfin bref, le film a plein de problèmes, mais ouais, non, je le trouve meilleur que le 3, mieux rythmé. Puis mieux réalisé aussi, enfin mine de rien. Mieux réalisé. J.J. Abrams, il avait pas encore, sur le 3, il avait pas du tout déployé ses ailes. Et Brad Bird, quand même, visuellement, il a plus d'idées, plus de trucs qui fonctionnent que Mission Impossible 3, qui à part la scène du pont, a une dimension de téléfilm, quoi. Vraiment, et le côté MacGyver avec l'improvisation permanente, j'ai vraiment trouvé ça cool. Donc non, je le mets au-dessus du 3. Moi, je suis désolé Daniel, mais malheureusement, je m'arrange du côté. Ok, d'accord. Non, mais je le reconnais. Et puis en fait, vous m'avez convaincu aussi, c'est que peut-être je m'incline. non, mais faut pas s'accrocher trop. Voilà. Comme dirait papa, je vais pas me battre pour ce film. Voilà. Il faut savoir quel combat perdre et quel combat gagner. Il y a des films qui méritent qu'on se batte pour eux, celui-là peut-être. Et alors, nous allons passer à Mission Impossible Rogue Nation, qui est le 5e de la série. Alors, c'est l'histoire de Mission Impossible qui, bah, en fait, ils sont obligés de passer en sous-marin parce qu'ils sont désavoués. C'est celui-là. Super twist original, attention. Et tu veux dire que le boss, il essaie de les couvrir et puis ensuite il passe dark, quoi, c'est ça? On rappelle que leur boss c'est Donald Trump, puisque c'est Alec Baldwin. Oui, c'est vrai. Jack Donaghy aussi. Et donc c'est une réalisation de Macquarie. Christopher Macquarie, ouais. Voilà. Qui est donc devenu le meilleur pote de... Le nouveau meilleur pote de Tom Cruise. Le nouveau, ouais. Et qui va réaliser ensuite Jack Reacher. Donc. Et qui, a priori, va réaliser Mission Impossible 6, a priori. Donc c'est la première fois qu'on a un mec qui va... un réalisateur sur 2 épisodes de suite. Ouais. C'est qu'il donc était on se donne rendez-vous pour... On se donne rendez-vous pour 2017 pour Mission Impossible 6. C'est ça.
Voilà, Donc- on va réenregistrer tout ça. Et Ah. si ça se trouve, Mission Impossible 3 ira plus haut. Je sais. Alors, sur le 5, beaucoup je de mal à sais y pas croire. s'il va y avoir de la contestation, mais moi je l'aime beaucoup. Moi aussi. J'aime beaucoup Mission Impossible 5. Vraiment, j'ai que des bons souvenirs. Enfin, pas que, mais vraiment. Ouais, donc il a laissé, 2-3 problèmes, mais c'est Ah, celui-là alors, c'est le problème de la série, mais il y a Alec Baldwin en chef qui est génial. qui est super. Il y Le a Jeremy rythme, Renner qui sert enfin à quelque chose. ouais. Il y a C'est-à-dire ça. Ils l'ont foutu dans un bureau et en fait, c'est lui qui est obligé d'essuyer les pots cassés pour Tom Cruise et en fait, c'est un super rôle. mais il parce fait le que- boulot, voilà, c'est ça. Il est Et- mieux et il là-dedans fait que le dans un job. rôle d'action, quoi. Il fait le Voilà, job. et il est vachement bien parce que Mais vous savez ce que fait Jeremy Renner dans la vie? En fait, il est pas comédien, il a un autre boulot. Il est. qu'est-ce qu'il va sortir comme Non, mais c'est vrai. Il est agent immobilier pour Il est- les stars d'Hollywood. En fait, Il est c'est vrai. comptable. Il est vraiment agent immobilier pour les stars d'Hollywood. Putain, Il c'est leur le trouve Stéphane Plaza de Hollywood. il le leur mec. trouve c'est exactement ça. Recherche trouve des appartement ou baraques. maison avec Jérémy Il leur- Renner. Il leur trouve des baraques et il s'est fait des couilles au nord. Au lieu de se réinvestir tout son argent dans des restos, tout ça, lui, il a investi dans l'immobilier. Il est vraiment très très malin et c'est pour ça aussi que il est là dans tous les films alors qu'on n'a peut-être pas Parce qu'il forcément. parce envie qu'il de a le voir. trouvé, il a trouvé C'est la que- maison de Tom c'est parce Cruise. qu'il T'aurais c'est pas un parce petit qu'il a rôle les pour bons moi spots avant. Mais ça, c'est véridique. Hein. C'est l'agent immobilier des stars. Et bah du coup, ça lui va bien Mais tu sais, un rôle de mais voilà, derrière son bureau. exactement. C'est bureaucratique, comme ça. John Peters, qui était le producteur des Batman et de Wild Wild West. C'était le coiffeur de Barbara Streisand. Et bah, Jeremy Ah oui. Renner, il s'est dit, non, mais passer par la case acting, c'est trop compliqué. Donc, je vais leur trouver des maisons. Je vais devenir Non, et copain le avec pire, eux. et le pire, c'est qu'il joue pas mal. Il y a des rôles où il est pas mal. Je trouve qu'il est super dans Mais, The Hurt Locker. ouais, mais je carrément. Bon, il est vraiment moins bon quand il joue à jouer le rôle du bel étalon dans The Migrant, là, le truc de James Gray qui est vraiment genre. Non, mais déjà, Ah, il est pas bon quand il a le rôle titre et il est pas bon dans les actionneurs, quoi. C'est pas un mec qui est fait pour les rôles d'action, je trouve. Il lui faut des trucs un peu plus. Tu vois, Hurt Locker, vraiment, il était parfait là-dedans. C'était, ça lui collait mieux, je pense. Ça Ouais, collait la à son- dépression, il la joue mieux que Colin Farrell, quoi. Il est. oui. Bon, revenons-en à Mission merde, Impossible je me 5. perds Et- dans les titres. Mission Et Impossible 5, ouais. Rogue Et Nation, on a même pas parlé de Rebecca Ferguson, qui pour moi est Voilà, la révélation la plus qui est vraiment, extraordinaire du film. on l'a jamais vu et tout d'un coup, c'est vraiment. Ouais, alors Jess, c'est un personnage féminin fort, c'est un peu le truc qui manquait dans l'émission Impossible. Qui ne se fait pas vampiriser par Tom Cruise. Voilà. Et surtout, elle vient en complément de Tom Cruise, en superposition. Et effectivement, Tom Cruise enfin, le truc complètement fou sur le personnage Tom Cruise et Tom Cruise lui-même ne bouffe pas le personnage, personnage féminin, et du coup, elle a une vraie utilité et c'est un vrai second moteur à l'intrigue et aux scènes. Et en fait, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne vraiment super bien. Elle a aussi son lot de scènes qui sont vraiment cool. Enfin, leur rencontre déjà, c'est une scène que moi personnellement Ah, j'adore. cette scène est formidable. La scène est vraiment formidable. Ouais. Alors qu'au début, tu te dis, ouais, ça va encore être une scène Tom Cruise en torse nu, ok, c'est bon, on a compris l'histoire. Parce Et qu'il en est fait, torse nu, évidemment. Parce qu'il est torse nu, mais ça tourne complètement différemment, et justement, et elle prend vachement l'ascendant sur lui à ce moment-là. Et ses premières surprises, t'es là, tu fais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ça fonctionne super bien. Et pendant tout le reste du film, leur relation ne se dégonfle pas. Et ça, c'est vachement bien, quoi. Et ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Elle tient la barque même quand évidemment Tom Cruise c'est lui qui sauve qui sauve la mise à la fin, mais qui saves the day, mais elle a toujours du répondant. elle est pas elle, demoiselle en détresse inutile, et j'espère Elle vraiment. met des coups de pied, Et elle sauve Tom Cruise aussi. Et elle C'est sauve qui Tom lui sauve Cruise, la vie. c'est elle qui sauve C'est Tom elle qui lui Cruise, sauve mine de la vie, rien. ouais. Plusieurs fois même. Ouais, Ouais. plusieurs fois, 2 fois, je crois, Ouais. en tout. Et il y a Et- la scène en haut de l'opéra qui est vraiment Oui. super à Ouais, Vienne. Oh là là, cette scène est incroyable aussi. Ouais, vraiment très Non, bien. vraiment, c'est du beau cinoche. Puis en plus, ouais, elle est ouais. vraiment, Ouais. pendant tout le début du film, t'es là, genre, est-ce que c'est une gentille, est-ce que c'est une méchante? Elle joue vraiment bien l'ambiguïté, c'est vraiment bien foutu. Moi, j'espère vraiment qu'elle aura encore un gros rôle dans le 6, qu'elle se fera pas frigidariser dès le début. Je devrais Oui, dire qu'on mette Franca... Jeremy Renner dans le frigidaire à la rigueur, mais pas Tu vois, elle, quoi. je devrais dire qu'elle se fera pas Franca potentériser, comme pour les gens qui ont vu la série Bourne comprendront. Parce que vraiment, c'est un super personnage et je l'adore. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a toujours les mêmes n'importe quoi d'espionnage, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours bah alors là, le Mission Impossible, il se fait détruire, et il y a cette scène débile où il doit chercher une clé USB sous l'eau dans une base secrète. ah ouais, mais elle est formidable cette scène. En retenant sa respiration pendant 3 minutes. Et avec Parce des qu'on peut bras. pas prendre de métal parce que sinon tout va exploser.
Ouais, vraiment, c'est une scène, genre, la motivation et la manière d'écrire cette scène est grotesque. Et Mais la mise en scène, par contre, voilà. est top. C'est une pure scène de cinéma parce que, comme tu l'as Voilà. dit, c'est grotesque, mais c'est un peu comme le jeu vidéo qui est fait pour un jeu vidéo pour pas être réaliste. Bah là, c'est pareil. C'est une scène qui n'a aucun sens, mais qui, d'un point de vue réalisation, fonctionne incroyablement bien avec ces trucs qui tournent là. Ça rend tellement bien à l'écran que Oui, et- je m'en fous que ça soit pas crédible en fait. C'est tellement cool. Tom Cruise s'est entraîné avec des plongeurs pour tenir sa respiration plus de 3 minutes. Mais, Pour tourner la scène. Et d'après. on lui a dit Ouais. qu'il y avait un truc qui s'appelle le montage qu'on a inventé depuis environ 120 ans qui permet. C'est ça qui est génial, c'est que. C'est que la Le- légende scène- raconte qu'il a vraiment tenu sa respiration, tu vois. Ouais, donc, c'est que la scène est montée et tout ça, mais qui paraît qu'il tire 6 minutes, genre, c'est Tom Cruise, quoi, le mec qui écrit sa légende Bah, d'ailleurs, au fur et à mesure des stunts, et d'ailleurs, on peut pas, au début on du peut film, pas, quand il on monte peut pas sur parler l'avion, quoi. du truc où il est accroché à un avion qui décolle. ça, tous les trailers l'ont montré en long, large et en travers. Ils ont bien mis en avant que c'est bien lui, et ce qui est génial, c'est que Simon Pegg fait les vannes à côté, et c'est vraiment, et voilà, c'est qu'il y a une bonne osmose à ce moment-là, et c'est normal que, d'ailleurs, c'est une Mission Impossible qui a rapporté le plus d'argent, depuis, je crois, hein. C'est Ouais, vraiment mais le plus gros carton. C'est un épisode qui réinvente pas la formule, mais qui l'applique vraiment impeccablement, quoi. En fait, je trouve, moi, c'est l'épisode le plus équilibré dans la mesure où il a des, enfin, dans tous les cas, on n'est jamais face à du grand cinéma complet, mais c'est peut-être celui qui a le moins de faiblesse, ou en tout cas le moins de faiblesse le moins longtemps. Parce qu'on parlait par exemple du premier. Le premier, le dernier tiers est vraiment embarrassant à cause des effets spéciaux, du fait que t'as un hélicoptère dans un train avec un TGV. Enfin, Ouais. là, t'as plusieurs passages où tu peux pinailler, etc. Mais si tu le prends sur la globalité, finalement, c'est celui où t'as le sentiment que c'est plus. C'est constant, quoi. C'est plus constant en termes de qualité, parce qu'en termes d'intensité, c'est bien varié aussi. Enfin, tu vois, il y a un côté, c'est peut-être le plus complet, on va dire, entre guillemets, le plus tenu sur la longueur. je Ouais, trouve, et de le l'émission rythme possible. est vraiment bon, ouais, voilà, parce que il y a des moments où t'as une grosse scène d'action, tu dis bon, allez, là, on va se reposer un peu, et pas forcément, en fait, ça peut enchaîner sur autre chose qui t'emmène ailleurs. Non, vraiment, c'est un film qui est vraiment Et puis solide. ça voyage aussi, putain. Et tu Putain, voyages. on en ouais. a beaucoup parlé quand même de ce film. Mais je pense que c'est parce qu'on va le classer haut, hein, si tu veux. Ouais, et il faut dire un truc, c'est que Mission Impossible 6, c'est un peu la même équipe, quoi. Ça va être le même réa. Moi, il y a un truc qui est important, je pense, dans la série, c'est la montée en puissance de Bad Robot, de la société de production de J.J. Abrams. Ouais, tout à fait, oui. Je pense que Star Wars, tel qu'il a été fait, l'épisode 7, mais aussi Star Trek, n'aurait pas été possible sans le Mission Impossible de J.J. Abrams. C'est-à-dire, il a vraiment marqué cette montée en puissance Ah oui, bien sûr, de ce style de réa, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, Et, et un puis peu malin. Il a affiné son style, si tu veux. Regarde, moi, je fais partie des gens qui soutiennent Super 8 parce que dans Super 8, il y a des moments de bravoure dans la réalisation. Il y a des plans qui sont maboules dans Super 8 et qui montrent que J.J. Abrams peut avoir son style, a des vrais talents de réalisateur que je ne retrouve pas chez Joss Whedon parce que je suis un gros hater. Mais voilà. Ah, mais il est clair. J.J. Abrams, pour moi, il n'y a même pas photo. Il est clairement meilleur réalisateur que Joss. Enfin, il n'y a même pas débat. On est d'accord. Il y a même pas. Mais Mais pourtant, je suis après, pas un Whedon gros a fan, d'autres enfin, talents. Whedon est bon pour les ensembles cast, si tu veux. Whedon est bon pour sur les... ce genre de grosse production, c'est toujours mieux d'avoir un grand réalisateur avec une grande vision, mais souvent c'est pas le cas, et souvent ils se font dicter la loi par des Ouais, bien studios. sûr, ouais. C'est toujours intéressant de voir qui c'est qui arrive à mieux. Et voilà, exactement. Et dans ce cas-là, t'es content d'avoir J.J. Abrams. T'es tout à t'es fait. content d'avoir J.J. Abrams, ou par exemple, tu vois, les mecs qui ont fait Captain America 2, je trouvais qu'ils s'en étaient bien sortis par rapport aux contingences de studio. C'est peut-être un de mes films Marvel Les frères que Russo. j'apprécie. Ouais. Ouais, les frères Russo, je trouvais que c'est celui où ils s'en sortaient le bien, quoi. Et parfois, c'est intéressant de voir comment tu t'en sors bien, et surtout comment tu devais pas vampiriser toi-même par Cruise. Bah, mais et encore là une aussi- fois, et là aussi, je pense enfin- que Cruise est très discipliné. Je crois il connaît exactement l'intérêt du film. Bah, t'as l'impression qu'il connaît le cinéma aussi, et qu'au bout d'un moment, et qu'il sait, contrairement à plein d'acteurs, que finalement le travail d'un réalisateur, c'est pas d'être juste là pour dire action et couper. Et que au bout d'un moment, il a des choix. Enfin, on l'a vu là dans l'émission Impossible, 5 réalisateurs différents, et à chaque fois des choix qui sont pertinents, parce que même si j'aime, enfin, il y a Et dans couillus, le hein, des films qui sont ratés, des choix mais qui couillus sont- quand même. qui sont pertinents en termes à la fois de marché, c'est-à-dire voilà le business, mais aussi en termes de mise en scène. Il y avait à chaque fois une idée, quelque chose de derrière qui pouvait être exploitable. Parfois ça foire pas, ok, mais Je pense que là où il aurait été vraiment audacieux, c'est
au lieu de prendre Macquarie pour un deuxième Mission Impossible, moi j'aurais engagé Fred Cavaillé, Fabien Cavaillé Antonente. Non, Fred Cavaillé qui vient de réaliser Radin, mais en même temps il réalise des beaux petits actionneurs à la française. Et voilà, non mais t'imagines, il serait allé chercher Alfonso Cuarón, ça aurait eu de la gueule. Ah oh Mais putain. Vous savez, pour Mission Mais je Impossible crois que 7, Cuarón, c'est pas le genre à, il c'est pas le prendra genre à peut-être- accepter ça. bah attends, Cuarón il a fait un Harry Potter, hein, il pourrait Oui, tout à oui, fait oui. faire un Mission Il a- Impossible. hein. Il a fait les phoques, mais je crois pas qu'en ce moment il soit dans cette optique-là. Enfin, en tout cas, on verra bien, mais Peut-être ça aurait eu de la plus gueule, quoi. Ouais. Bon bah alors où est-ce qu'on va classer ce Mission? Bon, je pense que vous le préférez à Ghost Protocol. Ah non, mais oui, moi je le largement. mets premier, hein, si tu veux. Je réfléchis Ah même toi pas. tu es premier. Ah ouais, parce que quel que soit, le premier Mission Impossible est très bon, mais ce dernier tiers vraiment inférieur fait que tu restes sur une espèce de goût amer dans la bouche, alors que le C'est dernier vrai. en date. Eh lui, ben il est- écoute, je il suis est très d'accord bon avec milieu à la toi. fin. Moi, je pense moi, je suis d'accord aussi, et je pense que la mise en scène de De Palma est plus puissante que celle de Macquarie, alors que j'adore Macquarie. Ah oui, je suis d'accord Mais- aussi. Mais le dernier tiers du premier est trop En fait, embarrassant. le premier C'est tiers, vraiment non. le premier tiers du premier Pourtant il y a Mission Emmanuel Impossible. Béard les mecs, soyez Ouais, gentils. Oui, bah mais il non, est pas à poil. Mais il y a voilà. il y a Emmanuel et le premier tiers du premier Mission Impossible file des leçons de cinéma à tous les autres. Ouais, bien sûr. Mais Ouais. le problème, c'est ce dernier tiers qui est vraiment problématique. Et du coup, ça fait que j'aime mieux le cinquième au final sur la pareil. longueur. Ouais. Bon alors, résumons. Premier de ce grand super Mission Impossible Battle. Ça a de la gueule. Mission Impossible Rogue Nation, donc Mission Impossible 5. Ouais. Suivi de Mission Impossible tout court, Ouais. Mission Impossible 1. Suivi de troisième place, Mission Impossible Ghost Protocol, Tout à fait. donc Tout à fait. réalisé par Brad Bird. Quatrième, Mission Impossible 3 de J.J. Abrams. Et dernier, quelle surprise pour Mission Impossible 2 De John Woo. du pauvre John Woo qui Je sais pas si des gens c'est ont le essayé de second c'est un con, réhabiliter- là c'est la place du mort là. Ouais, bah ouais. Non, mais le second, de toute façon, est généralement considéré par à peu près tout le monde comme le plus faible. Je sais pas s'il y a eu des tentatives de réhabilitation de Mission Impossible 2. Faudrait que je regarde. Non, quand même. Même pour moi qui suis un grand fan de John Woo devant l'éternel et devant ses travers, C'est difficile. Hein. C'est vraiment compliqué. Mais C'est tu sens que vraiment- c'est plus un film de studio qu'un film de John Woo. Il a pas réussi à imprimer sa patte. Bon, Ah, il y a les oui, colombes et non, les mais- fusillades, mais Mais en fait, c'est là que tu vois finalement que aussi peut-être que John Woo je pense qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire et que tu vois, enfin pour moi dans toutes les carrières de réalisateurs ou même d'artistes, t'as un point de non-retour où le mec il continue parce que c'est son métier. dis-toi qu'il a Mais fait Wind Talkers après avec Nicolas Cage. Non mais c'est ça. Et qu'après il a perdu la main et je pense que le point de pivot il est là quoi. Là c'était foutu effectivement. Wind Mais- Talkers derrière qui est pire encore. Quoi. Ouais, je suis d'accord. il est toujours possible de revenir Ah, et mais oui, n'oublions bien pas sûr. l'exemple Matthew Time and McConaughey. Tide. Time and Tide. Ou Matthew McConaughey, hein, c'est aussi un bel exemple de retour. hein. Non mais lui, Matthew McConaughey, il était nulle part avant. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Sa la carrière philo de a Matthew- commencé avec True Detective. Bon les amis, sur ce classement, je pense que c'est le bon moment pour faire une petite reco. Oui. Et Allez. si possible en rapport avec Tom Cruise. Et en l'honneur à notre guest. Allez papa, lance-toi. Bah le guest c'est pas moi, hein, c'est Quix. Hein. Le gars, c'est moi, Ah du c'est coup. merde, c'est vrai. Il est chez moi, tu vois. C'est Merde, c'est parce qu'on vient d'enregistrer After Eight où Eh oui. on a gardé cet ordre. Bon, écoute, je me lance, allez, pour la Vas-y, peine. fais-le pour la peine. Écoute, moi, je vais recommander simplement The Iron Giant, quoi. C'est réalisé par Brad Bird. C'est un des plus grands films d'animation de l'histoire. Voilà, tout simplement. J'ai ouï dire qu'il était plutôt bien classé dans le plus grand podcast de liste des années 90. Tu veux dire celui où tu parles en ce moment. Ouais. Ah oui, c'est ça, voilà. On s'y perd, hein. Le Robotics Podcast Universe devient trop complexe. Oh, il y en a que 2, ça va. Et donc, et surtout un podcast par semaine. Ah, mais c'est avec tous voilà. les spin-offs et ces guests là qui sont toujours les mêmes, c'est pour ça qu'on s'y perd. Attends qu'on ouvre On les n'a pas vannes beaucoup de des budget guests. aussi, donc on prend ce qu'on a. Hein. Bah ouais. On prend les mecs Le pas taxi. chers. Hein. Le taxi déjà pour t'amener. Papa, bah on va laisser Quix parler en dernier puisqu'il veut nous faire des surprises. Et Bah ouais, oui, exactement. c'est une surprise. Vas-y, balance la tienne. Et toi. ben moi, Marocco, c'est simplement le premier film de Christopher McQuarrie, dont j'ai déjà dit beaucoup de bien là, qui s'appelle Way of the Gun. C'est avec Ryan Phillippe et Benicio del Toro. C'est un film
très très bizarre, vraiment. C'est l'histoire de deux espèces de losers qui se retrouvent à faire un job à escorter une femme enceinte qui est la mère porteuse d'un couple de riches, mais évidemment les choses se passent pas comme prévu. C'est un film qui est joué d'ailleurs par Juliette Lewis, la mère porteuse. Et c'est un film qui est vraiment très très bizarre, qui a un rythme super particulier. Mais tu sens déjà le bon réalisateur en devenir, c'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont vraiment super réussies, et t'as un côté que tu retrouvais dans Jack Reacher, parce que c'est lui qui a fait Jack Reacher, et que tu retrouves aussi un peu dans Mission Impossible 5, mais c'est un peu plus gommé. C'est un réalisateur qui a beaucoup d'ironie dans sa mise en scène, et qui passe vraiment par des moyens de mise en scène, c'est-à-dire que par l'utilisation du contre-champ ou du contre-temps, au niveau de la rythmique et du jeu des acteurs, et tu retrouves beaucoup ça dans Way of the Gun, et pour moi la scène d'intro je l'adore. Enfin, en fait c'est juste les deux héros qui discutent devant le bar mais qui finissent par se faire tabasser parce qu'ils sont trop cons, et la scène de fin qui est complètement baboule, qui part dans tous les sens. Enfin, c'est un film très bizarre, mais que j'aime beaucoup, et puis il tombe dans la thématique, donc je vous recommande de le regarder. Tu as prononcé le mot Ryan Philippe, oui, j'étais obligé. Qui a déclenché tous les rires de ta part lors du précédent Super Ciné Battle, puisqu'on en a parlé dans Souviens-toi l'été dernier. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Et tu as déjà dit Souviens-toi qu'il était dedans, dis donc, c'est fou. Ouais. Et Benjamin François, quelle est ta recommandation? Alors, est-ce que vous pouvez me citer beaucoup de jeux vidéo Mission Impossible? Il y a alors je les connais, enfin j'en vois un, je vois la jaquette, mais je connais pas son nom. Alors mais... c'est assez compliqué parce que mine de rien, pour une franchise à succès, il y avait celui sur 64 comme celle-là, voilà, aussi. et il y en a eu globalement 3, on peut même dire 3 et demi. Le plus récent, c'est Mission Impossible Opération Suroma sur Xbox, PS2 et GameCube, qui est une histoire inédite qui reprend Ethan Hunt, mais c'est pas de celui-là que je veux parler, donc on s'en fout. Il y a eu le Mission Impossible sorti en 1998 qui adapte le premier film. Qui est sorti sur N64 et PlayStation. Sur 64, voilà. C'était ces deux-là que je connaissais, moi. Qui ensuite a été porté sur Game Boy Color, mais genre 2 ans plus tard, c'est pour ça que je disais 3,5. Et le tout premier film, le tout premier jeu Mission Impossible, celui donc que je veux recommander, sur NES, voilà, oui, qui est sorti en 1990, et qui lui parle de la série d'origine avec Peter Graves, et qui est un jeu Konami, mine de rien. Tout à fait, ouais. Et dont le lead programmeur était Nobuhiro Matsuoka, qui ensuite se fera connaître parce que c'était le lead programmeur sur Goemon Gambare, sur Goemon, ouais. Et sur Parodius et Pop and Twinbee, donc mine de rien un gars qui a quand même un CV sympa, même si je pense qu'il a quitté Konami après dans les années 2000 parce que son CV ne va pas au-delà de 2000 où il a bossé sur ISS 2000, donc je ne sais pas ce qu'il fait depuis ce jeune homme. Il était aussi QA sur Bayou Billy, donc j'aurais beaucoup de choses à lui reprocher. Mais bon, bref, le premier jeu, putain, je vais pas y arriver. Ce premier jeu Mission Impossible est donc un jeu de Konami en vue de dessus, qui est extrêmement sympathique parce que tu diriges 3 personnages différents. C'est ça, ouais. Qui ont tous des capacités complètement différentes. Et il faut switcher, tu peux switcher à n'importe quel moment. Alors du coup, c'est un peu comme le jeu Tortue Ninja déjà de Konami de la même époque, où tu peux switcher entre les personnages. Mais là c'est différent. C'est un peu un ancêtre de Commando, je sais pas si tu te rappelles sur PC, le jeu de Pyro Studio. Voilà. Il y a un peu ce côté-là. Il y a de ça. Mais chaque perso a vraiment des capacités très différentes et qu'il faut donc utiliser intelligemment. Alors on ne dirait jamais Jim Phelps. Jim Phelps c'est le boss qui donne des ordres. C'est le coordinateur. Donc, voilà, tu diriges les 3 autres mecs et c'est vraiment un jeu qui est très sympathique. Alors c'est un jeu qui est difficile à trouver parce que je sais même pas s'il est sorti sur console virtuelle. Je crois pas. Non, c'est que en cartouche, je crois. C'est que en cartouche. J'ai encore la cartouche, moi. Donc du coup, ou chez ton cousin en émulateur, bien sûr. Ouais. Voilà, donc écoute, c'est un jeu qui date de 90, qui n'est jamais ressorti, sur lequel Konami doit même plus avoir les droits parce que les droits de Mission Impossible Indice, c'est perpète qu'ils les ont perdus. Je pense pas qu'on risque quoi que ce soit en l'émulant, à moins de tomber vraiment sur un emmerdeur. Donc émulez-le s'il le faut. Si vous le trouvez en cartouche, allez-y, mais sinon, allez, émulez-le. C'est vraiment un chouette jeu. Moi, je le recommande. Mission Impossible, j'avais vraiment passé des bons moments dessus. C'est un jeu qui est assez dur. Ouais, parce que moi je me rappelle, il y avait quand même un petit souci au niveau des collisions. C'est pas parfait. Notamment quand tu utilisais une arme ou des choses comme ça, il y avait des moments où genre tu voyais, oui, c'était problématique. Tu voyais que l'épaisseur de l'ennemi c'était 1 pixel, donc si t'étais pas sur le pixel qu'il fallait, de temps en temps t'avais ton flingue. Enfin, c'était assez ubuesque, mais voilà. Et puis il y a de l'infiltration. Faut le souligner. C'était Konami en 90 déjà faisait de l'infiltration. Il faut surtout pas blesser les civils parce que sinon tu es game over. Donc bref, c'est le nombre de game over j'ai eu comme ça, putain. Non mais
C'est vraiment un jeu chouette, donc je vous invite à revisiter, qui est dans le thème. C'est une puisque c'est très bonne reco, mon ami Quix. Voilà, merci. Et bah écoutez, c'est la fin de ce mini-zode. Évidemment, c'est une liste un peu plus courte, mais en fait, vous savez quoi, on a plein d'idées de listes comme ça qu'on pourrait faire. Vous savez quoi, un mini-zode qui dure 50 minutes, honnêtement, on vous a pas volé là, sans déconner. Et c'est dire si c'est compliqué les autres fois. Hein. Ouais, j'imagine. On a plein d'autres idées en tête, n'est-ce pas une certaine série de films qui sort en fin d'année, n'est-ce pas? Oui, je sais pas, Voilà. un truc, je ne sais plus, un truc avec des gens bizarres. Encore un truc Avec de des- nerd pas connu. Ouais, Voilà. un petit truc Avec- underground. Avec des locteux de l'espace qui mettent des hoodies. Voilà. Et voilà. Et ben donc, on vous remercie de votre fidélité. Tu veux dire que tu veux faire un Super Ciné Battle sur Mac Enemy, mais il y a eu un seul film Daniel. Je remercie d'abord vous deux, les gars. Vous deux, parce que l'un a participé à After Eight et l'autre a participé à Super Ciné Battle. Que c'est pas toujours facile avec le décalage horaire. Parfois, il peut avoir des problèmes de. Des fois, il y a des mecs qui arrivent 45 minutes en retard, je te dis pas, eux, c'est les pires. Intolérable. Il peut avoir des problèmes d'horloge. Quel Il connard. peut. Et le pire, c'est les mecs qui ont des familles. hein, Ça, je te Ah mais putain, jamais disponible, toujours relou quoi. Putain, les pères de famille professionnels. Heureusement qu'ils ont des vacances. 6 mois par an. Ah putain, enfoiré. Rappelons-le. Et bah écoutez, ça me touche beaucoup que vous ayez pu faire ces épisodes avec moi. Et mais je remercie aussi les auditeurs. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et comme je l'ai dit pour After Eight, parlez autour de vous. Les gens nous demandent comment on pourrait aider l'émission. Parlez du show autour de vous. Faites-le écouter. Aujourd'hui, j'étais au Paris Comic Con. Le meilleur moment, c'est quand j'ai croisé un auditeur qui est un auditeur de Super Ciné Battle et qui dit tu as passé ma liste. Et il était très content. Il était très content. Ah c'est mortel. Et je tiens à dire qu'il avait la même liste que toi, Quix, puisque c'était la fameuse liste jeux vidéo des années 90. Et donc je le remercie beaucoup. Et il y a sa copine qui disait c'est surtout lui qui écoute. Et mais voilà, il fait partager. Ah c'est et... le gros con t'écoutes. non, honnêtement, c'est ça. Vous avez pas de contact forcément. Bah, toi, t'habites dans la montagne et l'autre il Ouais, est. moi je vois plus de vaches que d'être humain donc. Ouais, forcément, ouais. moi j'ai parfois des contacts avec les auditeurs et ça se passe toujours bien. Les gens sont super contents. Je suis ravi que vous preniez plaisir à écouter cette émission. Vous pouvez retrouver la master list de notre émission sur le site internet supercinébattle.fr. Vous pouvez nous envoyer des listes des années 70 puisqu'on a commencé les années 70. On les attend. Soyez rigolos, soyez malins. Vraiment, on est vierge de toute liste pour l'instant. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur SoundCloud et non, vous pouvez pas nous retrouver sur SoundCloud. Non C'est plus, fini, SoundCloud. ouais. Mais sur Twitter et Facebook quand même. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur iTunes et sur Twitter aussi. Ou alors, et c'est ça qui est génial, c'est que vous deux, vous êtes des opilants sur les comptes officiels After Eight Super Ciné Battle. On balance des gifs et c'est vrai qu'on a teasé toute la semaine sur Super Ciné Battle sur le fait qu'il y a un nouveau numéro 1 dans les années 90 et personne ne l'a trouvé. Ouais. Personne ne l'a trouvé. Donc on est un peu, on rigole un peu comme des connards. Et j'ai eu un peu pitié d'un auditeur qui a proposé en numéro 1 un film qui arrivait très bas dans le classement finalement. Oui, donc c'est des choses qui arrivent, désolé. Moi j'ai pronostiqué les visiteurs 2 dans After Eight. C'est ça, tu paries toujours sur le bon larron. Bon écoutez, c'est un mini-zode, c'est pas la peine de dire notre actu, c'est pas la peine machin. Ouais. On emballe directement. Merci à tous de nous suivre. Et à bientôt et à la semaine prochaine. Voilà, j'adore dire ça. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.
Surtout qu'il est en train d'enregistrer comme un bâtard depuis bien 5 minutes. Bah ouais, j'attendais à avoir au moins un truc qui est sortable sur le en bonus, mais là, manque de bol, on n'est pas sortable. Ouais, y a on n'est rien pas qui est sortable du tout. sortable. On n'est pas Il n'y a sortable rien du tout. d'utilisable. Donc ça y est, c'est uploadé pour moi. Ah, Comme c'est ta bon. mère. Exactement. Mais non, mais arrêtez de faire ça parce qu'on peut.